Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un outil statistique super malin. Il répond à une question qu'on se pose très souvent. Comment être sûr qu'un nouvel appareil de mesure est aussi bon que l'ancien? C'est une question clé dans plein de domaines, alors on va voir comment s'y prendre. Imaginez le truc, on a une nouvelle machine, elle est moins chère, plus rapide, plus simple à utiliser. C'est génial, non? Oui, mais la vraie question c'est, est-ce qu'on peut vraiment se fier aux résultats qu'elle donne? Sont-ils les mêmes que ceux de l'ancienne méthode? C'est pile poil le problème que la méthode de Blanc-Hallman cherche à résoudre. Pour que tout soit bien clair, on va prendre un cas pratique. On va comparer un tout nouvel oxymètre de Pulse, on va l'appeler l'outil A, avec la méthode de référence, l'outil B. Le but du jeu est simple. Est-ce qu'ils sont d'accord quand ils mesurent la saturation en oxygène, la fameuse SPO2? Voilà les données qu'on a pour 5 patients. On voit la mesure de l'oxymètre A, celle de la référence B, et 2 autres colonnes qu'on a calculées. La colonne moyenne, elle nous donne une bonne idée de la vraie valeur. Mais la colonne qui nous intéresse le plus, le cœur du sujet, c'est la toute dernière, la différence. C'est elle qui va nous dire à quel point les 2 appareils sont en désaccord. Allez, première étape, c'est tout simple. Pour chaque patient, on calcule la moyenne des 2 mesures. Ça nous donne une sorte de point de référence, la meilleure estimation qu'on puisse avoir de la valeur réelle. Ensuite, on passe au calcul de la différence, A moins B. Ce chiffre, c'est vraiment la clé de tout. Ici, on obtient -1. Ça veut dire quoi? Simplement que pour ce patient, l'oxymètre A a mesuré une valeur plus basse que la référence B. C'est le désaccord précis pour cette mesure-là. Bon, maintenant qu'on a toutes nos petites différences, on va prendre un peu de recul. On va se demander, est-ce qu'il y a une tendance générale? Est-ce que par hasard, l'un des appareils ne mesurerait pas systématiquement plus haut ou plus bas que l'autre? C'est exactement ça qu'on appelle le biais. Le calcul, vous allez voir, n'est pas sorcier du tout. On prend toutes les différences qu'on vient de calculer, on les additionne toutes ensemble et puis on divise le résultat par le nombre de patients. Dans notre cas, la somme fait -3 et on divise ça par 5. Et ça nous donne -0,6%. Voilà notre biais, c'est la différence moyenne entre les 2 appareils sur toutes les mesures qu'on a faites. Alors, comment on interprète ce chiffre? Eh bien, c'est assez direct. Un biais de -0,6%, ça veut dire qu'en moyenne, le nouvel oxymètre a tendance à donner des résultats un tout petit peu plus bas que la méthode de référence. C'est la première pièce importante de notre puzzle. Mais attention, connaître la moyenne, ce n'est pas suffisant. Un biais de -0,6% pourrait très bien cacher des différences parfois énormes et parfois minuscules. Il faut donc qu'on comprenne l'étendue de ce désaccord. C'est là que les fameuses limites de concordance entrent en scène. Pour calculer ça, on a besoin d'un autre outil, l'écart-type, ou SD pour Standard Deviation. Il faut le voir comme une mesure de l'éparpillement des différences autour de notre moyenne. Plus il est grand, plus les désaccords sont variables. Pour nos données, cet écart-type est de 0,89%. Et voilà la formule de Bland et Altman. On prend notre biais et on va lui ajouter, puis lui soustraire, 1,96 fois l'écart-type. Pourquoi 1,96? C'est un petit nombre magique des statistiques qui nous permet de définir un intervalle qui contiendra 95% des futures différences. Allez, maintenant, on applique la formule avec nos chiffres. Pour la limite inférieure, on fait une soustraction. Pour la limite supérieure, on fait une addition. C'est ce calcul qui va nous donner la fourchette de désaccord à laquelle on peut s'attendre. Après calcul, on obtient d'abord notre limite inférieure de concordance, moins 2,35%. Et ensuite, la limite supérieure qui est de plus 1,15%. Et voilà, on a notre intervalle, notre fameuse fourchette. Ok, on a fait tous les calculs, on a le biais, on a les limites, mais la vraie question, la seule qui compte vraiment au final, c'est « et alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça en pratique ?» C'est la partie la plus cruciale de l'analyse. Le point clé, c'est ça. On peut maintenant dire, avec 95% de certitude, que pour n'importe quelle nouvelle mesure, la différence entre notre nouvel oxymètre et l'ancien se situera quelque part entre ces 2 valeurs. Il pourra sous-estimer jusqu'à 2,35% ou surestimer jusqu'à 1,15%. Et c'est là que le travail des statisticiens s'arrête. Les chiffres nous ont donné une fourchette, mais ils ne peuvent absolument pas nous dire si cette fourchette est bonne ou mauvaise. Et c'est là que toute la beauté de la méthode se révèle. Le verdict final, il n'est pas mathématique, il est humain. C'est à un expert, un médecin dans notre cas, de décider si une erreur potentielle de, disons, 2% sur la saturation en oxygène, c'est acceptable, ou si, au contraire, ça pourrait être dangereux pour un patient. C'est le contexte qui donne tout leur sens aux chiffres. Cette analyse nous laisse finalement avec une question bien plus large. On a pris un exemple médical, mais on pourrait penser à l'ingénierie, à l'industrie, aux sciences de l'environnement. Dans combien de domaines est-il absolument vital de pouvoir répondre à cette question toute simple? Est-ce que je peux remplacer mon vieil outil par ce nouveau? C'est une question qui mérite réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse.